À la télévision Futur Média, nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Alioune Tine. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'être avec nous ce soir. Le président Bassirou Diomaye Faye est attendu en Mauritanie pour une visite de travail ce jeudi, une visite officielle, une revue d'étape d'une coopération exemplaire, dit le gouvernement. Que vous inspire le choix de la République islamique pour la première visite du chef de l'État à l'étranger? De mon point de vue, c'est un choix qui s'impose naturellement. Je pense que j'avais fait déjà bien avant cela un poste pour dire qu'il faut aller en premier lieu en Mauritanie. Ça s'impose parce que nous partageons beaucoup de choses avec la Mauritanie. L'histoire, la géographie. Il ne faut pas oublier quand même que la capitale de la Mauritanie se trouvait à Saint-Louis. Il faut voir les relations très fortes qu'on a sur le plan religieux. Absolument. Les relations aussi que nous avons sur le plan économique, social, et je pense que sur le plan sécuritaire, dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme religieux, la Mauritanie également est championne. Et effectivement consultée par la plupart des États, l'Arabie Saoudite, les pays européens, tout le monde vient s'inspirer sur ce qui se passe en Mauritanie. Et de plus, effectivement, il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets sensibles depuis un certain nombre de temps. La pêche, je pense que c'est nécessaire d'en discuter. Mais surtout aussi, le problème du gaz. Absolument. GTA qui est un problème extrêmement sensible. Les nouvelles autorités, ils l'ont annoncé bien avant. Quand on va arriver, on va essayer d'examiner tous les accords sur les ressources minérales. Je pense que c'est tout à fait naturel aussi, à la fois de s'informer, de voir si les intérêts vraiment du Sénégal sont, si vous voulez, préserver et également de restaurer s'il y a des problèmes. Le faire de la façon la plus diplomatique, le faire également dans le cadre des relations de bon voisinage qu'il faut quand même renforcer. Absolument. Et il faut le dire quand même, le président Ghazouani, depuis qu'il est arrivé, on n'a pas senti beaucoup, si vous voulez, de friction entre le Sénégal et la Mauritanie. Absolument. De mon point de vue, ça quand même, il faut avoir le courage de le dire. Tout à fait. C'est un président assez compréhensif par rapport à ce qui se passe au Sénégal, donc qui écoute et qui fait en sorte que les relations de bon voisinage soient préservées. Le président Ghazouani qui était à l'investiture d'ailleurs. Que j'ai eu, c'est le premier président qui a félicité Bassirou Diomaye Faye. En tant que président de l'Union africaine et en tant que bon voisin, il est également présent à l'investiture. Je pense que pour toutes ces raisons, le choix il est naturel, le choix il est bon. Et il faut non seulement préserver les relations de bon voisinage, mais il faut les approfondir. Absolument. Et ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on peut en dire autant de la Gambie, puisque le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye avait choisi, donc le président Macky Sall avait choisi la Gambie. La Mauritanie plutôt que la Gambie, est-ce que c'est un choix qui peut être également discuté? Moi, je pense que les Gambiens vont comprendre. Il me semble que les intérêts économiques qu'il y a entre la Mauritanie et le Sénégal sont autrement plus importants. La Gambie, c'est à l'intérieur du Sénégal, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos parents. On partage tout avec la Gambie. Tout à fait. Et je pense que ils vont comprendre. Les Gambiens nous comprennent comme nous comprenons très bien les Gambiens. Et je pense que le fait de passer de la Mauritanie à la Gambie, c'est également quelque chose de tout à fait naturel. Et il nous faut, comme on dit, la Sénégambie, il nous faut la réveiller. Absolument. Il nous faut la réveiller et puis à travers, si vous voulez, un bon partenariat sur le plan économique, social, culturel. Parce que les Gambiens n'arrêtent pas de nous regarder. Voilà, moi quand je passe dans les marchés de Gambie, Alioune Tine, voilà. C'est pour dire effectivement que c'est le même peuple. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Sur le plan sécuritaire, vous l'avez dit, la Mauritanie qui fait partie du G5 Sahel et qui est le pays, en tout cas du Sahel, qui n'a pas vraiment subi de grandes attaques. Donc c'est important également de parler du volet sécuritaire, même si le Sénégal et la République islamique coopèrent dans bien des domaines. L'énergie, vous l'avez dit, les hydrocarbures, bien entendu, avec le projet GTA. Mais le volet sécuritaire et militaire occupe une place de choix
avec notamment un protocole d'accord de coopération militaire et technique signé en juillet 2017 pour mieux lutter contre la criminalité transfrontalière. C'est important de renforcer cette coopération. C'est extrêmement important. Moi, je pense même qu'il faut aller beaucoup plus loin. Oui. En réalité, nous n'avons pas une stratégie régionale, si vous voulez, de renforcement de la sécurité dans toute la région. Et ça, nous n'avons que des stratégies nationales. Et de mon point de vue, les djihadistes ont une stratégie régionale. Ils prévoient quelque chose, planifient 2 ans, 3 ans. Et nous, nous sommes tout simplement dans la réaction. On n'est pas encore offensif par rapport à cela. Et tout ce qui nous arrive, quand vous analysez en profondeur, c'est le fait que, d'abord, la CEDEAO est faillie dans, si vous voulez, la réponse par rapport à la crise sécuritaire au Mali, absolument, que la communauté internationale également n'a pas réussi cet échec. Cet échec nous coûte cher, sur tous les plans, sur le plan même de l'unité africaine. Et tout cela, nous sommes en train de le payer. Je pense qu'aujourd'hui, il est bon de voir comment nous pouvons travailler à une sécurité régionale. Et que l'attaque d'un pays, c'est comme si on avait attaqué les autres. Oui. Et ça, il faut le faire. On a parlé de troupes en attente sur le papier. Moi, je pense que l'une des plus grandes urgences, si nous voulons préserver ce que nous appelons notre souveraineté, si la souveraineté sécuritaire, elle n'est pas là, vous n'avez pas de souveraineté. Et il faut quand même aujourd'hui méditer sur comment l'Arabie Saoudite et comment, par exemple, le Qatar, des pays qui ont eu beaucoup de ressources, qui avaient des problèmes, se sont mis sous le parapluie américain et sont en train de s'émanciper petit à petit. Il me semble que les Africains, sur la question sécuritaire, qui est une question centrale, la Mauritanie, vous l'avez dit, la Mauritanie a commencé à être attaquée dans les années 2005. C'est pratiquement les premiers pays à avoir eu des attaques. Mais ils l'ont traité. Ils l'ont traité avec, si vous voulez, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intelligence, en collaborant avec les djihadistes qui étaient en prison, en discutant avec eux. Parce qu'en réalité, la Mauritanie déjà, c'était une école. La plupart de grands djihadistes sont passés par cette école. Mais ils ont bien tiré toutes les conséquences pour cela. Et je pense que les accords de sécurité, c'est extrêmement important. Le modèle mauritanien, c'est un modèle qui inspire. Le Sénégal aussi, c'est un modèle qui inspire. Aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention. Chaque fois qu'on me dit, il y a la cocaïne. Aujourd'hui, les gens passent. La recrudescence d'ailleurs des saisies. Il y a et ça s'explique. Et il y a un lien. Il y a une connexion entre la crise sécuritaire, l'effondrement des États et le fait effectivement que les trafiquants de drogue passent par le Sahel. Et les trafiquants de drogue travaillent la main dans la main pratiquement avec les djihadistes. Il y a eu une saisie par voie terrestre et c'était aussi c'est sur les frontières. Saisie, absolument. C'est pour ça qu'il faut absolument renforcer la sécurité dans toutes les frontières au niveau du Sénégal. Surtout quand même la frontière avec le Mali. Et on sait effectivement que les gens sont à Caille. C'est pas très loin de chez nous. Il me semble que comment? C'est à quelques jets de pierre, effectivement. À peu près, il paraît qu'ils sont à 40 km. La coopération sécuritaire marche quand même entre le Sénégal et la Mauritanie. On se rappelle l'affaire Juan Branco. C'est grâce à cette coopération sécuritaire, il y a eu des échanges de renseignements que M. Branco a été arrêté, souvenez-vous. Donc je sais qu'il y a des échanges, je sais qu'il y a des coopérations entre les différents États, mais il me semble que ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà pour préserver la sécurité de la sous-région parce que aujourd'hui, en plus, les déficits de sécurité, les effets que ça a aujourd'hui au niveau du Sahel, avec, si vous voulez, cette espèce de lutte d'influence des grandes puissances européennes. Absolument. Et d'autre part également aussi des puissances émergentes du monde arabe. Tout à fait. Tout cela, ça fait des tensions telles que souvent on n'y prête pas attention, mais il me semble qu'aujourd'hui il est bon pour que les États africains unissent leurs forces, coordonnent pour la sécurité régionale. Alors, et la lutte contre
le terrorisme. C'est extrêmement important. Les pays du Sahel sont dirigés par des militaires. C'est la particularité quand même de cette région. Le Burkina, le Tchad, le Mali et même la Mauritanie, le Niger, aujourd'hui, ce sont des militaires qui sont à la tête de ces pouvoirs. Comment voyez-vous la coopération avec les autorités sénégalaises, civiles? Comment voyez-vous cette coopération qui partage tout de même un discours souverainiste? Moi, je vais être clair. Oui. Il y a un choix de faire une transition illimitée. Et il y a le choix aujourd'hui, si vous voulez, de la bouc émissarisation, il faut bien le dire, de la France, bon, qui n'est plus là, mais qui est tout le temps invoquée. Mais les militaires, le rôle, c'est pas d'être dans des palais climatisés. S'il y a la crise sécuritaire et s'ils veulent régler la crise sécuritaire, ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Enfin, la France qui n'est plus là, qui n'est plus au Mali, qui n'est plus au Niger. C'est aux autorités civiles. Il faut avoir le courage de transférer le pouvoir aux autorités civiles. Il faut avoir le courage de laisser les populations ouest-africaines s'exprimer, échanger. Et puis, il faut garder l'unité des Africains, sinon, c'est des impasses politiques. Au Mali, on a une impasse politique. Absolument. C'est un cas au Burkina, on a une impasse politique. Très intéressant, le cas du Mali, puisque, encore une fois, rappelons-le, ce sont des militaires qui sont à la tête de ces pouvoirs. Le cas du Mali, par exemple, vous avez récemment demandé à sauver le soldat Assimi Goïta. Mais il faut le sauver. Oui. Il faut sauver Assimi Goïta, qui lui-même avait pris la résolution de remettre le pouvoir et d'organiser les élections le 26 mars 2024. Oui. Et quand effectivement les partis politiques ont commencé à en parler, maintenant si vous parlez tout simplement de la transition, et la nécessité, bien sûr, de céder le pouvoir, vous allez en prison. Il a demandé tout simplement d'arrêter les activités politiques. Toutes les activités politiques, c'est une impasse, ce verrouillage de l'espace civique malien. C'est une impasse. Ça ne peut pas aller. Et ça pourrait peut-être déboucher sur le pire, je ne sais pas. Certains craignent une dérive autoritaire. Mais c'est une dérive autoritaire, c'est une dérive dictatoriale qu'il y a au Mali. Sans nuance, hein. C'est ça le problème de fond. Et ça va aboutir au pire. Donc, nous, pour sauver il faut effectivement aujourd'hui déverrouiller, respecter les libertés fondamentales, les libertés d'association, d'expression, organiser le dialogue avec les forces vives et puis trouver une solution collective pour effectivement restaurer l'ordre démocratique, l'ordre constitutionnel. C'est extrêmement important. Et puis permettre aux réfugiés politiques de rentrer au Mali. C'est ça qui va préserver l'unité nationale au Mali. C'est important. Est-ce que vous craignez quand même que cette même situation se reproduise dans les autres pays du Sahel, puisqu'on a vu ce qui se passe souvent au Mali sur le plan sécuritaire, se déroule au Burkina, au Niger. Est-ce que vous craignez que la même situation se produise dans ces autres pays-là? Écoutez, des dérives autoritaires. Il y a un phénomène de contamination avec la Mauritanie, d'imitation, et maintenant aujourd'hui avec le Niger. Et puis ils ont créé l'AOS. L'Alliance des États du Sahel. Des forces, exactement. Mais ça, je ne l'analyse pas seulement du point de vue... je l'analyse du point de vue d'un échec de la CEDEAO et d'un échec de la communauté internationale à résoudre, à donner les réponses qu'il faut à la crise sécuritaire et également aussi à la crise de développement. Les deux vont de pair. Absolument. Les deux vont de pair. Je pense qu'il faut... On n'a pas seulement besoin d'armes. Aujourd'hui, ce sont les armes qu'on exhibe, ce sont les armées qu'on exhibe, mais en réalité, quand on regarde, c'est presque des guerres civiles. Donc, il faut faire en sorte que, si vous voulez, ceux qui sont dans les groupes extrémistes, qui sont des nationaux, voir comment discuter, dialoguer avec eux et trouver des solutions internes. Je reviens à ma question de tout à l'heure. On a au Sénégal un pouvoir qui a été élu sur une base de discours souverainiste. Dans le Sahel, on a des juntes. Est-ce que la communication va être un peu plus facile? Je sais effectivement que bon, le leader Sonko, je pense qu'il a des liens, il leur parle. Absolument. Et je pense qu'il est nécessaire
de leur parler. Oui. Parce que ces crises-là ne peuvent se régler que par voie diplomatique. C'est extrêmement difficile, mais il faut continuer à garder le lien. On peut parler de la Guinée-Conakry, hein, mais qui ne fait pas partie, bien évidemment, mais bien sûr, du la Sahel, Guinée-Conakry, il faut qui est dirigée voir par, comment il faut aider la Guinée-Conakry aussi, Oui. parce que la Guinée-Conakry, c'est intenable. Voilà. Nous avons déjà parlé à Doumbouya quand il venait de prendre le pouvoir. Il avait promis de restaurer l'ordre démocratique et de céder le pouvoir aux civils. Maintenant, il n'en parle plus. Plus de chronogramme, plus rien. Absolument. Mais tout cela, effectivement, traduit la crise régionale que nous avons, crise démocratique, de la démocratie, crise de la gouvernance, crise de la sécurité, qui sont des crises connectées. Et les autorités sénégalaises peuvent jouer un rôle. Vous parliez d'Ousmane Sonko. Absolument. Moi, je pense que les autorités actuelles, il y a un certain nombre, si vous voulez, c'est peu ou prou la même génération. C'est un peu la même génération. C'est ça. Le Sénégal a réglé la question de façon démocratique par les urnes. Les autres l'ont réglé par les armes. Il me semble que le Sénégal, qui a toujours eu quand même une très bonne diplomatie, je pense peut jouer un rôle. C'est le Togo qui le fait en ce moment, mais même le Togo est confronté à une crise politique très grave, très sérieuse aujourd'hui, de changement de régime. Et tout cela fait que nous avons une région dans la tourmente. Dans la tourmente. Et le Sénégal, aujourd'hui, qui a réglé le problème et qui est perçu, qu'on le veuille ou non, comme un modèle démocratique, admiration, je pense que peut avoir un leadership dans ce domaine pour voir comment réconcilier les Africains. Comment réconcilier la sous-région. La sous-région, je pense que ça aussi, ça doit faire partie du programme du président Diomaye. Et puis le faire avec beaucoup d'humilité, en respectant les États, en respectant leur souveraineté, c'est extrêmement important. Le président Bassirou Diomaye Faye, donc, qui enchaîne à l'ultime les actes qui rassurent l'opinion, quelle lecture faites-vous des prémices de sa gouvernance? Écoutez, il y a la personne qui est bien éduquée, qui est très polie. Moi, j'ai reçu dans mon bureau un homme vraiment d'une très grande politesse, très respectueuse de la personne. C'est quelqu'un aussi que j'ai rencontré également aussi en prison. Donc, c'est d'abord sa personne, son éducation, sa politesse qui transparaît. Et je pense que ça, c'est un plus. On avait un président poli qui s'appelait Abdou Diouf. Mais là, on a un président qui est jeune, qui est très poli et qui a également un programme et une vision très claire de la réconciliation nationale. La politesse, ça ne suffit pas pour développer un pays. Hein. Non, pas du tout. De toute façon, tout le monde les attend parce que on leur a fait quand même, c'est presque un référendum. Hein. Absolument. Le projet, écoutez, sortez-nous de la situation d'où on est. Et il me semble que ça, c'est l'appel d'abord de la jeunesse qui a été à l'avant-garde dans le soutien. Les jeunes qui sont morts pour la démocratie, mais également pour le projet. Les jeunes qui sont handicapés à vie, il l'a évoqué. Et les jeunes qui ont fait la prison. Il me semble que il faut avoir une bonne lecture de l'ADN démocratique des Sénégalais. C'est-à-dire que personne n'a cédé, si vous voulez, ce qui s'est passé. C'est une mobilisation globale, pratiquement de tous les segments politiques. C'est extraordinaire. De l'extérieur, j'ai regardé, mais j'ai dit attention, c'est presque unique ce qui s'est passé au Sénégal dans la sous-région. Et j'ai peur que ça n'inspire ailleurs ce qui s'est passé. Donc c'est cette mobilisation qui a donné du courage, de l'audace au Conseil constitutionnel, qui se sentait soutenu et qui a fait effectivement que la seule porte qu'il y a aujourd'hui, les Sénégalais l'ont indiqué, c'était les élections. Absolument. Et maintenant, Diomaye et, comme on dit, Sonko, ils sont au pied du mur. Voilà. Ils sont au pied du mur. On les voit, ils travaillent, on les observe. Ils sont en train de... Voilà, je pense que le code... Est-ce que les actes que vous voyez sont de bon augure pour la suite? On peut parler de la formation du gouvernement. De mon point de vue, la seule déclaration sur la question de la transparence et sur la question de l'impunité des crimes économiques est déjà une très forte dissuasion. Surtout quand on dit nous allons aussi protéger les lanceurs d'alerte. Tout cela, c'est déjà fait dissuasion. Maintenant, quels sont les mécanismes qu'on va mettre en place pour y arriver?
Bon, donc, moi je dis, c'est dans la durée que la rupture va s'opérer. D'abord, dans le langage. Il me semble que dans le langage, aujourd'hui, on écoute. Dans les gestes et le comportement. Et je pense qu'on l'a vu également aussi dans le comportement du président Diomaye Faye. On le voit aussi de l'autre côté. Souvent aussi, la peur, c'est de dire, ben tiens, on risque un bicéphalisme. Oui. Mais on a vu... Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un faux débat ou pas? C'est pas un faux débat. Oui. Il faut que, effectivement, que les protagonistes aient cette question en permanence en tête. Oui. Parce que des fois, ça peut ne pas venir d'eux. Oui. Ça peut venir des dispositifs. Et donc, est-ce que vous craignez le bicéphalisme, justement? Il y a un partage, si vous voulez, assez intelligent des rôles. Et de mon point de vue, il y avait Sonko qui était devant, c'est le président, c'est normal. C'est lui qui a désigné Diomaye. Oui. Mais en même temps, on observe une espèce de repli. Oui. Et également, et puis une espèce de partage des tâches. Tout cela est en train de se dérouler. Je pense que d'ici 100 jours, Oui. par tout rapport à... oui. Tout cela, c'est régi par la Constitution. Hein, mais bien sûr, c'est régi par la Constitution. Je pense que ceux qui restent, ils sont dans l'audit, ils sont dans l'organisation, si vous voulez, des services, des ministères et tout ça, dans l'organisation du travail, dans la rationalisation, dans les audits. Tout ça, ça les occupe assez. Oui. Donc, il me semble que aussi, mais il faut aller vite, il faut aller bien. Et il faut serrer quelles sont les priorités justement et les attentes qui sont fortes, et puis essayer de les attaquer dans un contexte aussi, il faut le dire, assez difficile. Assez difficile, et il y a les urgences économiques et sociales. C'est le chantier prioritaire, en tout cas du président Bassirou Diomaye Faye, qu'il a annoncé, par exemple, la baisse du coût de la vie. Et ça, c'est une attente forte des populations. Moi, je pense que le Sénégal est dans une situation aujourd'hui où, sur le plan international, le Sénégal peut avoir ce qu'il veut. Ah bon? Ah, bien sûr. Le Sénégal peut avoir ce qu'il veut. Je pense que si, effectivement, il y a une bonne intelligence politique et s'il y a des hommes qui savent gérer, le Sénégal va attirer. Et le Sénégal attire. Moi, ça fait 2 ou 3 jours que je suis venu de mon périple de Genève. Oui. J'étais dans l'avion. Et là où j'étais, il y avait plein de Touba. J'ai dit, ah. Et l'avion devait continuer sur Banjul. Oui. Quand on est descendu, j'ai vu que tout le monde est descendu à Dakar. Et j'ai dit, ah, Dakar attire. Absolument. Je suis passé en Italie, les Italiens sont intéressés. Vous allez le voir, je suis passé à Bruxelles, les Belges sont intéressés. Je suis passé à Paris, les Parisiens sont intéressés. Donc aujourd'hui, sans compter les Africains qui viennent, qui vous parlent, le Sénégal est dans une très bonne position pour avoir ce qu'il veut, s'il gère bien, et si les autorités, effectivement, sur le plan politique, agissent, et s'ils sont soutenus aussi par les populations, si effectivement les actions vont dans le sens du développement humain. Moi, je dis le développement humain. Vers une nouvelle ère de la coopération multilatérale, selon vous? Il faut aller vers une nouvelle ère de la coopération multilatérale et de la défense des intérêts du Sénégal, et puis des intérêts également de la communauté régionale. Et dans le cadre de la réconciliation de la communauté régionale, c'est extrêmement difficile, mais il me semble que sur le plan diplomatique, ça fait partie des urgences et des tâches du Sénégal. Alors, vous avez parlé du nouveau code d'éthique pour la gestion transparente et une administration au service des citoyens. Vous souhaitez que le président aille plus loin, auditer pour moderniser et partager une nouvelle culture de l'État efficace. Pourquoi dites-vous cela? Ah oui, mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, avec les technologies modernes, on peut, avec l'intelligence artificielle, avoir vraiment une gestion plus efficace, plus efficiente. Vous savez, aujourd'hui, bon, voilà, on va pointer pour aller au bureau. Si vous avez l'intelligence artificielle, ça vous règle ces problèmes. Ça, c'est un. C'est vrai. De deux, avec les outils modernes, les technologies modernes,
vous n'avez plus besoin de bâtiments ou de vous déplacer. Vous savez, avec la Covid-19, les gens ont appris à travailler. Absolument, avec à distance. Je pense qu'il faut utiliser cela. Quand vous allez ailleurs, vous sentez que aujourd'hui, les gens sont dans pratiquement la dématérialisation. Mais il faut faire une dématérialisation intelligente avec un coût humain le moindre possible. Et le président a annoncé un investissement massif d'ailleurs. Hein, ça, c'est une très bonne chose. Il faut un investissement massif pour innover et pour aller dans le sens de l'histoire. Parce qu'en réalité, nous sommes entrés dans un autre monde avec un autre vocabulaire et une autre grammaire. Absolument. Et ça, il faut effectivement que nous formions la jeunesse pour que la jeunesse s'approprie ces outils, s'approprie cette nouvelle grammaire. Que ce soit la grammaire des relations internationales, que la relation effectivement des communications modernes. Alors, les deux choses-là sont extrêmement importantes. Sont extrêmement importantes et liées. Comme chaque année, Alioune Transparency International publie donc son indice de perception de la corruption. Vous le savez, le Sénégal est classé 43e place au niveau mondial. Le code d'éthique, c'est bien, mais il faut outiller l'administration. L'investissement massif, on l'a dit, dans la digitalisation, c'est une piste. Mais comment lutter efficacement contre la corruption qui est quand même un mal au Sénégal? Je pense qu'il y a deux formes de dissuasion. Payer les gens correctement et punir les gens quand effectivement ils s'adonnent à la pratique de la corruption. C'est-à-dire, il ne faut pas que sur le plan matériel que l'individu soit dans une situation où il est obligé d'avoir recours à certaines pratiques pour régler, disons, la scolarité, régler les frais d'électricité ou même tout simplement la nourriture. Vous savez, ce n'est pas par hasard que nous l'avons. Donc, il faut mener cette lutte avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de pédagogie. Et comme j'ai dit, la pédagogie de Diomaye me va. Bon, que pensez-vous justement de la formation du gouvernement et de ce débat sur la présence des femmes? Pour certains, c'est un péché véniel, mais quand même, 4 femmes sur 34, c'est peu, non? Si, il y a la sous-représentation des femmes. Nous l'avons dit, nous avons... Vous savez, à la RADDHO, nous étions à la conférence mondiale de Beijing déjà. Et donc, sur la question de la lutte des femmes, et puis des droits des femmes et des droits de l'enfant, vraiment, la RADDHO dont j'ai été le président est une des organisations leaders. Et nous avons gardé, si vous voulez, cette culture. Parce que nous en avons besoin. Il me semble que ce n'est pas effectivement un problème qu'il faudrait régler comme ça. C'est un problème sérieux parce que nous avons des compétences au niveau des femmes. Et en réalité, si nous voulons nous développer, c'est ensemble. Et dans l'inclusion et dans l'égalité. Il faut une égale dignité pratiquement de tous les citoyens et de toutes les citoyennes sénégalaises. Absolument. De toutes les citoyennes. Il me semble que c'est par là que nous pouvons développer harmonieusement, dans la paix, la stabilité, le Sénégal. Oui, après il y a des femmes qui occupent des postes importants. Naturellement, le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. On peut aussi citer Khady Diène Gaye qui occupe 3 départements à la fois. Donc c'est peut-être des arguments. Je suis d'accord. Ils ont sorti des arguments. C'est le premier gouvernement. C'est la première expérience. Absolument. Je pense qu'on peut effectivement tolérer. Mais il est bon qu'on rappelle que nous avons la loi sur la parité et que nous venons de loin pour effectivement la lutte pour l'égalité, je veux dire en droit et en dignité de l'ensemble des citoyens sénégalais. Et donc je pense qu'il faut le rappeler, nous sommes quand même dans les droits de l'homme. La loi sur la parité qui concerne les postes électifs. Juste un mot sur la liberté d'expression. Mais je vais dire où se trouve le problème. Je vois bien. Le problème se trouve sur le fait que si les gens regardent tout le temps, si vous voulez, le profil technique, sans regarder le profil, je dirais, idéologique et culturel des gens qu'on recrute, il faut faire extrêmement attention. Politique, on va avoir des technocrates qui ne peuvent pas comprendre et qui ne peuvent pas voir loin. Alors, donc, nous disons voir loin et voir large. Ça, il faut connaître la réalité sociale et sociétale. Exactement, sociologique. Tout cela, sociologique. Tout cela, c'est important. Mais il n'y a pas que le profit ou regarder la croissance, qui sont des abstractions d'ailleurs. Quand on les évoque,
parce que les gens ne profitent pas de la croissance. On dit croissance à deux chiffres, machin, etc. Ouais. C'est des abstractions. Il faut faire en sorte que le Sénégalais qui est là où il est, qu'elle vende son tchaf, qu'il soit mécanicien, qu'elle soit à la mer pour vendre, que les fruits de la croissance, qu'il le ressentent. Alors, Alioune Tine, la liberté d'expression maintenant, la communication de façon globale, est-ce qu'il faut, selon vous, un nouvel ordre avec le nouveau régime? Je pense que les organisations de journalistes travaillent sur ces questions d'éthique, de déontologie, sur le professionnalisme. Je pense qu'il faut l'accentuer. Il faut l'accentuer de manière... Parce que quand même, la communication est importante. Absolument. Parce que nous avons traversé quand même une période qui a été une période très dure. Absolument. Le Sénégal a reculé de extrêmement clivant, de 31 places. Absolument. Et tout cela, je pense que c'est une réflexion globale qu'il faut nous faire, collective, pour voir comment nous pouvons, dans les groupes comme les vôtres, laisser les journalistes travailler. Mais ça, s'exprimer. Même Youssou Ndour n'a pas le droit de dire, toi, c'est comme ça que tu dois faire ton travail ou pas. Non. Je le fais par rapport, effectivement, à ce que j'ai appris à l'école. Je vous rassure, il ne le fait pas. Très bien, voilà. Donc, l'État ne doit pas dire à la RTS, voilà ce que vous devez faire, comme ce qui s'est passé depuis longtemps. Mais c'est aux journalistes de la RTS, désormais, qui doivent avoir leur code d'éthique et de déontologie, et pour dire à l'État du Sénégal et aux autorités, voilà nous, ce que nous pensons pour que les médias publics fonctionnent. Oui. On ne peut pas réformer les médias publics sans les animateurs des médias publics qui sont à l'intérieur et qui sont d'excellents journalistes. Est-ce que c'est un problème de personne ou bien est-ce que c'est un problème de médias publics? Je pense que ça concerne tout le monde. Hein. Ça concerne aussi le privé. Moi, j'ai vu un excellent article pour dire ce qu'il ne faut plus faire. Oui. Je trouve que c'était très bien. Oui. Il y a des pistes qui se dégagent. Il y a également aussi, je veux dire ici quand même, on a d'excellents journalistes dans ce pays. On a des gens qui ont formé des journalistes. Moi, j'ai quand même enseigné au CESTI pendant près de 30 ans. Absolument. Et j'estime que les journalistes que nous avons ici sont capables de dire aux autorités publiques, voilà ce qu'il faut faire pour que nous puissions avoir une des meilleures communications. Oui. Travailler contre les fake news, c'est pas bien. Oui. Travailler contre la cybercriminalité, c'est pas bien. Mais ça, c'est le travail des journalistes. Absolument. Et nous, vraiment, nous travaillons souvent avec les journalistes et nous estimons que le rôle des journalistes a été fondamental dans, si vous voulez, les changements politiques que nous avons. Oui. On ne peut pas avoir de changement comme on l'a eu qualitatif sans un rôle fondamental. Oui. Donc il faut continuer à parler et à écrire. Il faut continuer à parler, à respecter la liberté d'expression, la liberté de presse. Je pense que c'est fondamental et je pense que ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko qui en ont été des victimes, qui vont dire ou dicter aux journalistes ce qu'ils doivent dire ou ce qu'ils ne doivent pas dire. Je pense que ça, franchement, ça ne doit pas être leur préoccupation. Au contraire, je pense que les critiques positives peuvent permettre d'avancer. Oui. Dernière question sur la politique et l'opposition ou la prochaine, la nouvelle. Comment voyez-vous cette recomposition? Pour l'instant, les acteurs politiques sont dans l'expectative. Comment voyez-vous la formation de du landerneau politique? Écoutez, ce qui s'est passé sur le plan politique, c'est un véritable séisme. Il faut que tous les acteurs, aussi bien ceux qui étaient présents comme dans la campagne électorale, tout le monde a été surpris par ces résultats. Et voilà, par le message envoyé par les Sénégalais. Tout à fait. Il me semble qu'il faut aujourd'hui repenser la politique, réformer la scène politique. On ne peut pas avoir 300 partis politiques, ça ne va pas. Il faut voir comment, effectivement, on pourrait avoir un certain nombre de partis politiques. Et puis, il faut également aussi, je pense qu'on a parlé de l'hyper-présidentialisme et de la concentration excessive de tout à Dakar. En outre, notre réflexion, c'est comment décentrer le pouvoir. Absolument. Comment disperser le pouvoir dans les différentes capitales régionales. Redistribuer le pouvoir, les compétences, les budgets, de manière effectivement à ce que, par exemple, les régions puissent dire, vous savez, un président qui dit je vais arrêter le bateau de la Casamance.
Je pense qu'il faut faire en sorte qu'un président de la République ne puisse pas faire ça parce que le bateau va être soit géré avec Dakar et la Casamance, soit géré par la Casamance. Des pôles régions ont été proposés. On ne peut pas avoir des pôles régions qui fonctionnent, qui s'industrialisent, sans également un pouvoir qui va avec. Et ça demande une réflexion. Donc des présidents de région, comme vous l'avez proposé? Exactement. Il faut des présidents de région. Parce que quand vous allez ailleurs et vous regardez ce qui se passe dans les régions, vous vous rendez compte effectivement que c'est à cause de ça. Vous avez des régions qui sont développées, qui ne regardent pas la capitale. Et c'est la seule manière aujourd'hui de régler la question de Dakar. De pallier le déficit infrastructurel par les territoires et d'exploiter au maximum les ressources qu'il y a dans les régions. Très bien. Et également aussi sur le plan de la sécurité. Dans les régions, on doit avoir une sécurité qui doit être équivalente à celle qu'on a à Dakar ou ailleurs. Il me semble que c'est extrêmement important aussi. Merci beaucoup, Alioune Tine. C'est moi qui vous remercie. Fondateur de Afrikajom Center.